Stéphane, Jérémy, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Stéphane. Vous allez bien? Bonjour Olivier, bonjour Jérémy. Écoutez, je suis très content qu'on anime ensemble ce symposium professionnel consacré donc à l'amélioration de la qualité en endoscopie, plus particulièrement en coloscopie, avec la détection et la résection des lésions. J'espère qu'on va bien s'entendre, mais Covid oblige, nous avons décidé de garder nos masques. Je vais commencer, si vous voulez bien, parler de l'amélioration de la qualité sur le versant détection des lésions et TDA. Alors, comme vous le savez, la coloscopie avec polypectomie permet de diminuer l'incidence du cancer colorectal et qu'à l'inverse, rater des adénomes augmente le risque de cancer, et notamment le cancer d'intervalle. Vous savez qu'il y a à peu près 9% des personnes qui ont un cancer colorectal qui ont eu une coloscopie dans les 3 années qui précèdent. Alors évidemment, la question c'est de savoir si c'est la même chose de retirer ce type de lésions que des lésions avancées. Certainement pas, ça on le sait, mais en revanche, plus on va détecter d'adénomes par coloscopie, meilleur est son TDA. Alors ça paraît un petit peu bête de le dire, mais c'est quand même une réalité qu'il fallait prouver. Et de la même manière, plus on va détecter de festonnés, meilleur sera son TDA. Donc il y a quand même une bonne corrélation entre les deux. Pour autant, le TDA est probablement pas à lui seul le saint graal de la qualité. Je pense que c'est beaucoup plus vaste. Il faut peut-être tenir compte également et pouvoir suivre son taux de détection plus généralement de polypes plans, d'adénomes avancés, mais également le nombre d'adénomes par coloscopie, le taux de détection des festonnés et notamment des festonnés proximaux. Donc je crois que le sujet est beaucoup plus vaste et les indicateurs sont nombreux. Néanmoins, on rate tous en moyenne un adénome sur 4. Alors il y a des facteurs qu'on peut appeler exogènes, la mauvaise préparation colique. Il y a des facteurs qui sont liés bien sûr à l'examen, avec un temps d'examen qui peut être insuffisant, un contraste qui n'est pas assez marqué entre la lésion et la muqueuse normale, et puis une exposition incomplète de la paroi colique. C'est pour ça que le SGE et plus récemment la SFED ont essayé de lister un certain nombre de leviers d'amélioration de la qualité avec des critères qu'on peut appeler pré-procédure, des critères post-procédure et puis des critères qui sont liés au geste lui-même. Et avant l'examen, avant de commencer sa coloscopie, à mon sens, ça ne compte pas qu'un peu, notamment bien évidemment la formation, parce qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc l'information patient compte aussi, et notamment dans l'adhésion à la qualité de la préparation colique. Donc la consultation initiale est très importante. De même, il faut avoir un parcours de soins qui soit optimisé. Je veux dire par là que quand vous avez un programme d'endoscopie sur une journée, s'il y a des retards qui s'accumulent dans la matinée, forcément ça va impacter la durée d'examen de l'après-midi et donc le temps de retrait et donc au total la qualité des examens. Bien sûr le personnel formé, ce qui veut dire aussi former, je pense, nos personnels à la détection des lésions, pas seulement l'infirmière, l'anesthésiste aussi, parce que quand on est 3 à regarder l'écran, eh ben, on va voir forcément un peu plus de polypes, et puis tout le monde est content de participer à cela. Bien sûr, il faut disposer de bons moyens, on le sait tous à présent, des endoscopes de dernière génération, une pompe de lavage, et puis du petit matériel, on va en reparler. La qualité de l'examen, c'est d'abord la complétude de l'examen. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend peut-être pas assez à nos jeunes, notamment à tourner le malade, à pas hésiter à tourner le malade. Vous savez que le décubitus latéral droit est finalement plus adapté pour monter le sigmoïde, le décubitus dorsal pour le transverse, et puis pour ce qui est du côlon droit, il ne faut pas hésiter à bien bouger le malade. De même, vous avez les points de pression. On sait que ça peut aider à condition que ce soit pas fait n'importe comment. Là encore, je pense qu'il y a un apprentissage de nos aides à mettre en place. Notamment, il faut rappeler que c'est à n'utiliser que lorsque l'endoscope est relativement droit. Ça permet de diminuer les boucles et ça dévie la force de pousser vers la pointe de l'endoscope. Donc c'est utile à condition de ne pas le faire n'importe comment. La complétude de l'examen, c'est aussi bien sûr l'examen attentif de la muqueuse. Alors vous savez qu'il y a bien sûr un standard qui est défini. Il faut maintenant utiliser des préparations splittées, avoir un temps de retrait qui soit supérieur à 6-8 minutes. Et puis l'examen méticuleux de la muqueuse, ça veut dire bouger l'endoscope, faire des allers-retours, jouer sur l'insufflation pour déplisser. Notamment, c'est important pour les lésions planes et les lésions festonnées.
La complétude peut être aidée également par des techniques qu'on appelle d'immersion, qui vont avoir l'avantage également d'aider au lavage de l'endoscope, avec là notamment une étude qui montrait que ça ne différait pas sur le taux d'intubation sécale par rapport à une coloscopie standard, avec moins de boucles sigmoïdiennes, donc ce qui peut aider notamment pendant la période d'apprentissage. La rétrovision, que ce soit dans le rectum ou dans le côlon droit, c'est quelque chose qui est débattu, c'est très vraisemblablement utile, notamment vous avez cette méta-analyse récente qui montrait qu'on repérait 17% d'adénomes de plus en faisant la rétrovision dans le côlon droit, avec un bon taux de succès et finalement quand même très peu de complications, même si elle existe et il faut être prudent. L'amélioration de la vision, ça passe également par l'imagerie haute définition et des endoscopes de dernière génération. Même si c'est un peu controversé, vous avez cette première méta-analyse, alors un peu ancienne, qui montrait qu'en fait, il y avait une augmentation du taux de détection des polypes, c'était moins net pour les adénomes, probablement quand même un petit peu plus d'adénomes diminutifs et d'adénomes plans, et puis vous aviez cette étude plus récente en tandem qui montrait quand même, en comparant deux générations d'endoscopes récents, qu'il y avait une augmentation quand même significative du taux de détection d'adénomes. La chromo-endoscopie ne montre pas de différence dans cette méta-analyse en termes de taux de détection des adénomes, mais montrait un petit peu plus de polypes plans. Et puis, vous avez cette méta-analyse plus récente qui, là, regardait plus spécifiquement des coloscopies avec une très bonne préparation colique et la dernière génération de NBI, où là, vous aviez un gain significatif en termes de détection d'adénomes. Ça, c'est juste pour vous montrer, c'est une bonne préparation colique. Néanmoins, il reste pas mal de petits résidus et en fait, ça gêne quand même relativement l'examen, puisque en lumière blanche, je voyais un petit adénome qu'on ne voit pas, mais qui est à peu près central, mais qu'on ne voyait pas du tout en NBI. Donc globalement dans la routine, le NBI doit être, à mon sens, plutôt réservé à la caractérisation des lésions, mais pas à la détection. Ensuite, vous avez les petits dispositifs que vous allez mettre au bout de l'endoscope, donc avec l'endoring et l'endocuff principalement. Et puis vous avez cette étude randomisée qui comparait en fait la haute définition, l'endocuff, l'endoring et le fuse. Bon, en gros, l'endocuff fait mieux que l'endoring, qui fait mieux que la haute définition. Le fuse, qui, vous le savez, n'est plus commercialisé, était un petit peu en retrait dans cette étude. L'amélioration de la vision, est-ce que le capuchon a un intérêt? Non, pas dans l'amélioration du TDA. En revanche, ça diminue un peu le temps d'intubation sécale, et puis je pense qu'on en discutera, mais c'est un intérêt notamment dans la caractérisation et la résection des lésions. Vous avez ensuite les techniques d'échange d'eau, avec cette méta-analyse assez intéressante qui montrait, si vous voulez, que vous avez un gain en termes à la fois de détection d'adénome, mais également je pense qu'il va de pair, de propreté de l'examen, de temps d'intubation sécale et également de douleur par rapport aux autres techniques. Vous avez aussi les améliorations qui visent le matériel endoscopique lui-même, avec par exemple le système eWave d'Olympus, une étude prospective qui montrait un gain de l'augmentation de l'angle de vision en fait de ces endoscopes. Et vous avez aussi le système GI donc commercialisé par Pentax qui permet de déplisser les ostrations coliques et donc dans cette étude récente montrer un gain en termes de détection d'adénome et notamment pour les polypes plans, les festonnés, mais également les polypes avancés. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça va permettre d'améliorer globalement, mais également à l'échelle des individus, le taux de détection d'adénome? Malheureusement, probablement pas, parce que malgré tout, il reste ce qu'on appelle des mauvais détecteurs, quels que soient les pays, quelles que soient les régions. Et peut-être que la solution va venir de l'intelligence artificielle. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez des systèmes qui permettent de vérifier la complétude de l'examen lui-même. Vous voyez là, c'est un système qui colore en bleu les zones qui ont été correctement examinées. Et puis vous voyez apparaître les zones blanches qui méritent un réexamen. Et c'est aussi l'amélioration évidemment de la détection et maintenant de la caractérisation des lésions. Là avec deux systèmes qui permettent donc à la fois de détecter les lésions, mais également de donner leur type avec un intervalle de confiance.
pour l'instant, ça fait la distinction entre adénome et lésions hyperplasiques. Avec là une première étude randomisée de cette année qui étudiait le système GI Genius et qui montrait que effectivement l'intelligence artificielle permettait une augmentation très significative du taux de détection d'adénome et aussi du nombre d'adénomes par coloscopie. Alors surtout à la faveur des adénomes diminutifs dont il est difficile effectivement d'évaluer l'impact sur l'incidence du cancer colorectal. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le Saint Graal? J'aurais tendance à répondre oui, parce que ça va permettre d'améliorer la détection, la caractérisation, l'amélioration de la qualité par la complétude. Dans l'étude précédente, elle montre qu'elle n'est pas influencée par la fatigue, par les perturbations extérieures et pas non plus par le niveau de compétence de l'endoscopiste, ce qui parfois peut faire un peu mal. Mais le but, c'est quand même que les adénomes soient repérés. Et donc, si c'est une aide supplémentaire, c'est très bien. Elle détecte tous les polypes, indépendamment de leur forme, de leur taille et des autres caractéristiques. Cependant, j'aurais tendance encore à dire qu'il faut rester prudent, parce que vous avez un grand nombre d'études qui sont assez mal conçues ou mal rapportées. Il y a beaucoup d'études rétrospectives qui sont évidemment favorables à l'intelligence artificielle. Donc ça nécessite des études de qualité. Surtout, je pense ne pas oublier que la qualité est beaucoup plus vaste, puisque comme on l'avait vu, il y a des critères pré-procédure, per-procédure, et puis post-procédure qui ne comptent pas qu'un peu. La qualité du compte-rendu, ça compte. L'information donnée aux patients, et notamment le respect des intervalles de surveillance, ça compte également, puisque vous savez qu'il y a 25% des patients qui viennent trop tardivement à leur contrôle et 25% des patients qui échappent à tout contrôle. Bien sûr, il faut pouvoir s'auto-évaluer, se former et au total, je dirais, il y a une amélioration constante des outils, ce qui pose d'ailleurs la question des coûts en endoscopie qui ont fortement augmenté ces dernières années. Et la qualité a un coût et je pense qu'il faudra qu'on en discute avec nos tutelles. Toutes les étapes de l'examen sont importantes. Détecter, c'est bien, mais on va en parler. Je pense qu'il faut également bien resséquer. Il faut assurer une bonne expérience patient, parce que l'essentiel, bien sûr, c'est qu'ils viennent, mais également qu'ils reviennent. Il faut pouvoir s'évaluer et suivre ces indicateurs de performance pour s'améliorer. Et ça passe probablement par l'outil informatique. Et vous savez qu'il y a un travail en cours de la SFED et du CNP avec la CNAM et le ministère pour essayer de mettre en place un outil qui soit efficient pour suivre nos indicateurs. Voilà. Merci Olivier. Bravo. Beaucoup de données. Ça bouge données beaucoup sur la coloscopie de dépistage des 10 dernières années. Bravo. C'était ça bouge beaucoup. très complet. Ouais. Vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous utilisez comme système, à part la haute définition, j'allais dire? La qualité de la formation. Ouais, c'est le key point, c'est sûr. Ouais. Formation, reformation. Ouais. La variation interindividuelle. Évaluation. Voilà, la variation interindividuelle que tu as montrée. Tu as été gentil sur je pense que c'est la 3e diapo sur l'étude de Corley du New England qui montre effectivement la différence de cancer d'intervalle entre les bons et les mauvais détecteurs. Cette étude, elle doit être claire pour tout le monde. Si on est un peu plus agressif, on dirait que dans les gens qui font la coloscopie de dépistage, sur cette étude aux États-Unis avec 130 000 coloscopies, mais il y a ceux qui sauvent des malades et il y a ceux qui tuent des malades. Parce que les plus mauvais détecteurs ont un risque augmenté de cancer du côlon mortel, pas que de cancer du côlon d'intervalle. Si c'était pour rater un T2 qui va être guéribon par une chirurgie, c'est embêtant, mais c'est pas plus grave. Mais les mauvais détecteurs avaient plus de mortalité par cancer colorectal dans la population qu'ils ont dépisté. Donc c'est vraiment, pour moi, une étude clé et un point clé qui doit faire penser qu'il faut se former, bien se reformer et s'évaluer. Parce que le problème, c'est comment on peut se former, comment on peut se dire j'ai besoin de m'améliorer si je n'ai pas mon résultat. Est-ce qu'un de vous connaît son taux de détection d'adénome hors FIT ici? Oui, alors nous on l'a en Alsace. Tu l'as dans le FIT. Oui, taux de détection globale. Parce que c'est un message aussi important à faire passer aux gens. C'est que toutes les recommandations du taux de détection d'adénome minimal, qui est de plus de 25% chez l'homme, plus de 20% chez la femme, pour diminuer la mortalité, il est basé sur des coloscopies de tout venant. Une activité globale, pas du dépistage. Sur le dépistage, sur le FIT, la SFED a posé 35%, il me semble, si je dis pas de bêtises, comme taux de détection d'adénome minimal. Dans les études, 45. Ouais, dans les études, on voit qu'on est largement au-dessus dans les études sur FIT. Donc il faut vraiment se dire, par contre, comme on a pour l'instant que les résultats du FIT que nous envoient les structures de dépistage, si on est trop bas sur le FIT, ça doit vraiment être une alarme, c'est qu'on a un problème et qu'il faut aller se reformer.
parce que c'est le seul marqueur qu'on a, c'est sur le fit, et donc il faut faire effectivement assez de fit, mais si on est à moins de ces chiffres-là sur le fit, là c'est que ça va pas, parce que sur le fit on doit en trouver beaucoup, et je pense que c'est vraiment important, parce que pour se former, il faut savoir ses résultats. Oui. Non, c'est pour ça que l'outil informatique est indispensable. Hein. Je sais pas si Evelyne Dicker, quand on voit son tableur Excel personnel, donc qui a son suivi, hein, mais ils ont tous les indicateurs dont je parlais. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas seulement le taux de détection d'adénome, c'est le nombre d'adénomes par coloscopie, c'est le taux de festonné, etc. Exactement. Et ça leur permet de se suivre par rapport à leurs collègues, mais par rapport aux structures régionales, départementales, nationales, un peu comme en Angleterre. Et ça, il faut qu'on y arrive pour qu'on ait une augmentation globale du niveau. Mais effectivement, le problème, c'est de toucher les mauvais détecteurs. Et c'est important que globalement la qualité augmente. Alors on va essayer de la tirer vers le haut avec cet outil informatique. C'est des plus l'intelligence artificielle. Alors vous en pensez quoi? Justement, on parle de s'évaluer, on parle de se reformer, mais du coup, c'est difficile quand on est installé, qu'on est dans une petite équipe, il faut sortir, il faut aller voir ailleurs, il faut changer ses habitudes. Même si on regarde les e-learning, c'est parfois difficile. Faut peut-être qu'on retravaille sur la simulation, parce que jusqu'à présent, la simulation, les seules études correctes, c'est en phase préclinique. Globalement, ça sert qu'aux internes qui n'ont jamais touché un endoscope et qui n'ont jamais fait une coloscopie chez l'homme. Et toutes les autres études sont un peu négatives ou mal faites. Peut-être qu'il y a une place. Tu as parlé de la complétude tout à l'heure, et ça, on sait que les simulateurs le font très bien sur le côlon, c'est-à-dire qu'ils sont capables, après une coloscopie virtuelle, de dire exactement quelle surface a été vue, notamment toutes ces surfaces perdues derrière les ostrations, là. Les simulateurs nous le disent très bien. Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'on refasse des études avec la simulation chez des gens qui sont déjà seniors et qui veulent passer un cap? Voilà, on a continué à progresser, mais on sent qu'on stagne un peu. On trouve que son TDA est pas aussi satisfaisant qu'on l'aimerait. Encore faut-il se le calculer. Et là, on a besoin d'outils pour passer un cap. Le deuxième truc, c'est que là aussi, l'intelligence artificielle, tu nous l'as montré, elle est fantastique. Elle est indépendante de la musique dans le bloc, d'aide-soignante qui chante ou qui raconte ses petites histoires. Mais est-ce qu'elle pourra nous permettre de nous améliorer? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut l'utiliser intelligemment pour ne pas attendre bêtement la réponse de l'ordinateur, mais plutôt l'utiliser pour améliorer nos performances? Et là aussi, on manque d'études bien faites sur ce sujet. Il faudra. Moi, je trouve sur l'intelligence artificielle, justement, il y a deux solutions d'intelligence artificielle. Il y a celle qui est disponible maintenant sur la détection. Ok, c'est bluffant quand on l'utilise. La grosse problématique, c'est que l'intelligence artificielle, elle trouve que ce qu'on lui montre quand même. Donc ça ne résout pas le problème de la formation et de la qualité technique de la coloscopie. Si vous n'allez pas voir derrière le pli que le polype est derrière le pli, intelligence artificielle ou pas, elle ne la verra pas. Et voilà, exactement. Je ne suis pas sûr que le plus gros problème du gastro-entérologue, c'est de voir un polype de 5 mm qui est présent, et puis l'intelligence artificielle, dans l'étude que tu as bien montré de Repici, elle augmente le taux de détection d'adénome sur les petits polypes de moins de 5 mm. Dans un côlon qui a été bien préparé, chez un malade qui a une bonne explication, exactement. Et avec un tube qui est bien monté. Donc on ne sait même pas l'impact clinique de découvrir plus de polypes de moins de 5 mm. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, l'intelligence artificielle, l'autre que tu as montré, qui va à mon avis être la révolution, parce que du coup, on aura une évaluation simple, c'est cette intelligence artificielle des critères de qualité. On peut imaginer, et j'espère qu'il faut qu'on se batte pour qu'on ait ça dans 5 ans, on est en temps réel. Quand vous commencez une coloscopie, vous avez votre système d'intelligence artificielle qui est branché, vous rentrez votre nom d'opérateur, vous montez votre coloscopie, l'intelligence artificielle vous dit votre corps de Boston de façon automatique, vous dit votre temps de descente de façon automatique, parce que le temps de descente on l'a pas, parce que personne n'a un chronomètre en salle à arrêter au moment où on fait une polypectomie, parce que c'est ça le temps de descente, il faut l'arrêter à chaque geste, tandis que pour l'intelligence artificielle, très facile, il y a quelque chose qui sort du canal opérateur, le chronomètre s'arrête, quelque chose qui re-rentre dans le canal opérateur, le chronomètre se relance, donc on aurait notre temps de descente, visualisation de l'orifice appendicular valvulo-cécal, intelligence artificielle, la complétude de la coloscopie. On peut avoir tous les critères per geste par intelligence artificielle, imprimés de façon automatique à la fin de la procédure, et dans ce cas-là, on ne peut plus se cacher. Tout à fait. On a notre compte-rendu automatisé. Et en plus, ça améliore notre compte-rendu, puisque si on a enlevé 15 polypes et qu'on a une petite incertitude sur la place du 7e, on ne sait plus si c'était juste avant ou juste après l'angle gauche, effectivement, l'intelligence va nous aider à localiser et en plus, la géographie des polypes. Si on a rentré son nom et qu'on a nos coloscopies du mois précédent, elle peut nous dire mois par mois, si on a la caractérisation avec qui marche, et la détection, notre taux de détection d'adénome, en temps réel. Et donc, on a tous les critères de qualité. Et moi, je crois à cette intelligence artificielle-là, qui va améliorer la qualité dans sa globalité, en tout cas qui va nous faire nous évaluer. Parce que quand on aura une évaluation claire devant nous, on pourra plus se cacher de dire je fais bien, j'ai pas de problème, moi de taux de détection d'adénome. On l'aura en temps réel.
Parce que là, moi, ce dont j'ai été impression quand même, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle accélère la pondération qu'on va devoir mettre effectivement sur les leviers de la qualité. On a beaucoup insisté ces dernières années, parce que c'est ça l'essentiel, sur le TDA. Mais effectivement, tu le dis très bien, le TDA, ça va plus être le problème. Ce qui va être le problème, c'est le retrait de l'endoscope, le temps de retrait. Ça va être la qualité de la préparation, donc la consultation initiale, l'adhésion, et puis ce qui se passe après. Donc, quand je vous ai présenté cette diapo qu'on connaît tous sur les leviers d'amélioration de la qualité, le focus qui est fait sur le TDA, je pense qu'il va perdre un petit peu de sa valeur au profit de plein d'autres critères. Donc, il faut vraiment rester très large. Dans la qualité de la coloscopie et la détection des lésions, quoi. Avec une petite anecdote sur le TDA, c'est qu'aux États-Unis, vous savez, avec le système assurantiel, leur système de paiement, etc., ils connaissent tous leur TDA pour justifier les bonnes assurances d'être bien rémunérés, etc. Il y a une dérive du TDA aux États-Unis, parce que le TDA, c'est au moins un adénome. Le gastro-entérologue aux États-Unis, il est très attentif dans sa descente jusqu'à ce qu'il trouve son adénome. Et après, il retire son endoscope à fond parce qu'il a son adénome dans sa coloscopie. Et c'est pour ça que, malheureusement, dans cette dérive, on cherche des nouveaux indicateurs, comme probablement le nombre d'adénomes par coloscopie, pour éviter ces dérives-là du gastro-entérologue qui se fait évaluer, qu'il faut absolument que j'en trouve au moins un pour que ça me compte dans mon TDA. Alors, justement. 2 petites remarques rapides. La première, c'est que Jérémy nous a bien dit, l'intelligence artificielle ne nous aidera que si on lui donne les bonnes infos. Et jusqu'à présent, le gastro-entérologue et le gastro-entérologue seul, c'est reconnaître les polypes, mais pendant la même coloscopie, il pourra faire le diagnostic de Crohn, il pourra reconnaître la petite tumeur neuroendocrine et peut-être d'autres pathologies qui font partie de notre savoir-faire, notre formation initiale et reformation. Et ça, l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle en est loin. Pour l'instant, elle est monothématique. Elle sait détecter ou caractériser et ce qu'on lui donne. Et pour l'instant, on n'a pas tout. On en est loin. Gêné en plus par tous les trucs un peu atypiques. Tout à fait. Et la deuxième remarque, c'est juste sur la chromoendoscopie. Tu nous as beaucoup parlé de NBI. Alors c'est vrai que le NBI ancien, on peut dire maintenant ancienne génération, puisque le tout nouveau NBI arrive et on l'a pas évalué. Il a l'air fantastique, mais pour l'instant, on a 0 évaluation. Par contre, on a des évaluations sur le LCI de chez Fuji. Et là, autant le BLI, qui est l'équivalent du NCI, n'améliore pas la détection, le LCI a démontré une amélioration de la détection dans le côlon et dans l'estomac. On a eu les 2 papiers à l'UEGW l'année dernière, sur des belles études. Donc, je pense que du coup, les 3 firmes vont avancer et vont nous fournir des choses intéressantes. Tout à fait. Je vous propose qu'on passe au... Oui, exactement. C'est une bonne transition pour le topo de Stéphane. Tu vas nous parler justement plutôt du versant caractérisation des lésions, qui là nécessite encore, je pense, de grandes actions d'amélioration de notre part. Alors, merci. On est passé ces derniers temps du XXe siècle au XXIe siècle, et c'est vrai qu'au XXe siècle, on détectait une bouboule, on en faisait des biopsies, et puis on décidait, quand on avait la NAPAD, qu'est-ce qu'on fait de ce polype, au sens général du terme. Maintenant, les choses ont vraiment complètement changé. On a une détection dont tu as longuement parlé, du polype, qui est une affaire en soi. Encore faut-il le caractériser et faire un diagnostic macroscopique. Et macroscopique, c'est de la haute définition. Et puis, du coup, prendre une décision extemporanée. Et Jérémy nous en parlera. Et donc, tout est basé sur le risque ganglionnaire. Où vous êtes sur des cancers qui envahissent les 2 et 3e tiers de la sous-muqueuse et vous avez un risque ganglionnaire. Et là, il n'y a pas photo, il faut un curage ganglionnaire, et seul le chirurgien sait faire un curage ganglionnaire, donc c'est pour lui. Ou on a un cancer qui est moins invasif et qui envahit la muqueuse ou le 1er tiers de la sous-muqueuse, et là, c'est pour nous. Alors voici l'équivalence sur une coupe histologique. Vous voyez que le curseur, dans le côlon en tout cas, c'est pas du tout le même dans l'estomac et dans l'œsophage, dans les 2 pathologies de l'œsophage. Le curseur, il est à 1000 micromètres de la musculaire muqueuse. Et donc, tant que vous ne dépassez pas ce 1er tiers de la sous-muqueuse, vous avez le feu vert pour une résection endoscopique, à la condition qu'on soit sur une lésion bien différenciée, une absence de budding, pas d'embole lymphatique et vasculaire. Donc ça, c'est vraiment le point important. Alors pourquoi on caractérise ? On caractérise pour prendre la bonne décision. On peut laisser sur place des petits hyperplasiques, surtout s'ils sont très nombreux du rectum. On peut resséquer et jeter sans envoyer à la NAPAD. On a plusieurs études, notamment nord-américaines, avec une amélioration des dépenses de santé et
toute une série de problèmes médico-légaux qui en découlent si on est sûr de notre caractérisation. On peut décider de faire une résection à l'anse monobloc, on peut décider de faire une résection à l'anse en plusieurs pièces, mais à des conditions très particulières, qui sont de moins en moins importantes. On peut décider de disséquer, et puis on peut aussi décider qu'il faut absolument une chirurgie pour un curage ganglionnaire, voire même un traitement néoadjuvant. Donc tout ça se passe pendant l'endoscopie. Et on a beau faire comme les chirurgiens des staffs d'indication pour prévoir toute la semaine et essayer d'organiser nos programmes opératoires, et ben on a quand même des surprises, et nous on est obligé de prendre des décisions en pérobe, j'allais dire, en endoscopie. Qu'est-ce qu'on fait de ce polype? Alors, ça c'est les résultats du Resect and Discard. Je vais passer très vite parce que c'est pas tout à fait le sujet, mais en tout cas, vous voyez qu'on a d'excellents taux d'efficacité et de spécificité sur des petites lésions. C'est important le mot petit, de moins de 10 mm, pour décider si c'est des adénomes ou des hyperplasiques. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour prendre ces décisions, résection endoscopique ou résection chirurgicale? Et ben là, on a toute une série de classifications. On va commencer par la plus simple et probablement la plus importante, c'est la classification de Paris. Alors, vous voyez que tout ça date de 2003 quand même. J'ai mis les dates volontairement très en évidence parce que c'est l'histoire qui commence à être ancienne. Donc, on ne peut plus ne pas connaître tous ces résultats. On est quand même en 2020. Ça se voit sur nos masques. Paris, polype pédiculé, polype en relief de plus d'une pince à biopsie fermée, polype en relief de moins d'une pince à biopsie fermée. Vous voyez les risques d'envahissement de cancer invasif sont de 11% d'un côté, de 7% de l'autre, donc tout à fait acceptable. Et ça, tout aspect de pit pattern ou vasculaire confondu. Alors que si vous regardez les 2C, qui sont les lésions déprimées du côlon, et ben là on a des taux d'invasion qui deviennent impossibles. Et donc là on est parti pour de la chirurgie et on ne va pas déconner avec de l'endoscopie mal faite. Alors tout part du CUDO. Étudions le pit pattern maintenant, puisqu'il n'y a pas de classification de Paris. Alors le CUDO, je vous ai mis la date en gras et en rouge, 1994. Ça fait 26 ans. On ne peut pas ne pas savoir ça. Donc CUDO avait démontré déjà sur cette première étude qui corrélait l'aspect des glandes du pit pattern à l'aspect anapathe, et on voyait les différents types, donc la muqueuse normale, les cératides, les 3 types d'adénomes, et surtout le type 5, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui où on commence à manquer de structure des glandes et qui dit qu'il y a probablement un cancer. Sur le tableau du haut de cette diapo, vous voyez les résultats qui étaient publiés dans la classification de Paris, toujours 2003. Et vous voyez que les types 3L, 3S et 4 ont des taux de cancer invasif très bas. Par contre, le type 5, on est passé à 40%. Donc ça, vraiment, le pit pattern de type 5, c'est un point majeur dans la décision de la thérapeutique. Dans les publications suivantes, CUDO a séparé le type 5 en 5I pour irrégulier et 5N pour non-vasculaire, c'est-à-dire qu'il y a une zone où on ne voit plus rien du tout. Et là encore, il y a une énorme différence, puisque le 5I, on peut avoir du cancer muqueux ou sous-muqueux, mais en tout cas, ça vaut encore le coup de faire de l'endoscopie, alors que le 5N, il faut vraiment arrêter. Là, on est sur de l'envahissement profond. Alors, il y a la classification de Sano, qui est basée sur la vascularisation. Alors, comment on fait quand on débute ? Si on débute, je vous conseille de faire comme dans le Barrett. C'est-à-dire que vous commencez à regarder les cryptes et les reliefs, et puis vous regardez la même lésion une deuxième fois en regardant les vaisseaux. Quand vous êtes devant un polype comme ça, vous passez un peu de temps. D'abord, il faut aller voir tous les recoins, donc il y a un peu de maniement de l'endoscope correct, et là, l'intelligence artificielle ne va pas nous aider. Vous regardez d'abord les cryptes, et puis vous allez faire un focus sur une zone particulière. Et là, vous voyez que clairement, si on regarde les cryptes, il y a des zones où on ne voit plus du tout de cryptes. Et si on refait un focus au même endroit en se posant la question de la vascularisation, là aussi, elle est perdue. Donc on a une perte complète à la fois des cryptes et de la vascularisation. Donc là, c'est un cancer invasif. Cette lésion n'est pas pour nous. Elle nécessite une chirurgie avec un curage ganglionnaire. Alors parfois, on est devant des volumineuses LST.
Et là, on est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est gros. Est-ce que c'est raisonnable? C'est énorme. Il faut l'envoyer au chirurgien. Il faut la resséquer. Alors, comment on se décide? Le premier papier, vous voyez c'est un gut des années 2000. C'est Uraoka qui a fait une magnifique étude où il décrit toutes les LST à la fois granulaires et non granulaires. Et il essaye dans un sous-groupe, alors là vous voyez que il y a 19 malades au-dessus et 32 malades en dessous, c'est vraiment des tout petits groupes. C'est le seul défaut de cette étude. Mais c'est le premier à avoir démontré qu'on avait plus de cancers invasifs en dessous du macronodule supérieur à 10 mm et dans les zones déprimées. Alors heureusement, cette première impression du Uraoka a été largement démontrée par d'autres études. Celle-là est la plus importante, elle comprend plus de 400 malades. Ils ont redémontré exactement la même chose, c'est-à-dire que sous le macronodule, c'était plus souvent la localisation du cancer invasif, dans les zones déprimées. Et puis surtout, ce que vous voyez dans l'avant-dernière ligne, c'est ces espèces d'aspects sous une LST un peu flat, finalement sans macronodule. On a l'impression que tout est soulevé par une espèce de tumeur sous-muqueuse. Et là aussi, même si le pit pattern est normal, c'est un facteur, c'est un risque majeur d'avoir un cancer invasif. Donc on commence à avoir pas mal d'outils finalement. Alors le signe du soulèvement, on en a beaucoup entendu parler, on reçoit tous, en tout cas moi je reçois encore des lésions où on me dit j'ai essayé de soulever, ça soulève bien, tu peux y aller. Alors certes, on a eu des premières études qui montraient que la spécificité, la sensibilité étaient pas si mauvaises. Mais de toute façon, ce signe du soulèvement, c'est-à-dire je vois une lésion, je sais que je vais pas l'enlever moi-même, je mets une aiguille dedans, je la soulève pour savoir si ça vaut le coup de l'envoyer au copain qui va faire une dissection ou une résection, eh ben c'est moins bien que la lecture du pit pattern. Donc c'est pas la peine. Un beau petit film ou des photos vous feront beaucoup mieux. Ensuite, c'est ininterprétable si on a déjà fait des biopsies dans les mois qui précèdent ou s'il y a déjà eu une tentative de résection. Et puis j'ai mis volontairement le mot dangereux, qui est un mot fort, parce que à partir du moment où vous rendez la résection suivante plus délicate et plus difficile, vous poussez à la morbidité le collègue qui va faire la résection. Donc c'est quelque chose qui paraissait logique, mais qui doit vraiment être à bannir. J'ai pris un peu de temps sur ce soulèvement, mais vraiment je pense qu'il faut arrêter avec ce signe du soulèvement. Alors ça, c'est des facteurs mineurs qui étaient dans le papier de la British Society, qui est un très joli papier que je vous invite à relire, comme la classification de Paris. C'est vraiment une bible. Il y a tout ce qu'il faut dans la résection du polype de A à Z. Et donc on sait que certains facteurs sont plus à risque de perforation, d'hémorragie, mais je laisserai ça à Jérémy. La classification WASC, elle est vraiment dédiée aux cératides. Et vraiment, au départ, vous faites 2 gros tas, plus clairs ou plus foncés, et dans ces polypes qui vous paraissent inhabituellement différents, s'il a un aspect un peu nuageux, s'il a un aspect un peu irrégulier, et surtout s'il a des gros points noirs, c'est probablement un cératide. Et là, on sait que maintenant, il y a une carcinogénèse particulière et il faut surtout pas le lâcher. Alors, je vous ai mis cette photo et je l'ai injecté au bleu avant pour que vraiment il soit facile à lire. Premièrement, vous voyez qu'il a accroché le mucus. Vous voyez, je l'ai pas lavé exprès. Vous voyez qu'il y a encore du mucus accroché sur le polype. Et ça, c'est un signe fort pour dire attention, lave un petit coup dans ce coin-là, va voir de plus près, mets un coup de zoom, mets un coup de NBI ou un coup de BLI ou un coup de iScan en fonction de ton équipement, mais va jeter un coup d'œil dans cet endroit-là, il se passe quelque chose. Et on voit qu'il y a un polype très plan, à peine en relief, d'aspect effectivement nuageux, et vous voyez dans sa partie nord-est, il a une toute petite partie où là on voit clairement les points noirs. Donc là, ça ne peut être qu'un cératide. Il faut l'enlever correctement et complètement, mais on ne peut pas le laisser en place. La classification de Nice est une classification qui utilise le NBI et je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que finalement, on a énormément de classifications. Alors certes, la pédagogie, c'est la répétition et plus on étudie de classifications, mieux c'est. Mais chaque fois qu'on a fait des topos sur les différentes caractérisations, si on passe tous les points de chaque classification, à la 4e diapo, on a perdu l'auditoire. Nos internes
pour améliorer notre formation en neuroformation, les internes d'endoscopie ont pour mission, à la fin de chaque semestre, de faire un quiz. Alors, il y en a un qui fait le tube digestif haut, l'autre qui fait le tube digestif bas. Ils refont le topo sur la caractérisation et ils font un quiz à l'auditoire. Et figurez-vous que parfois, c'est les internes de premier semestre qui sont bons, voire nos collègues qui font beaucoup moins d'endoscopie que nous. Et ça montre bien que si on se prend au jeu, on peut devenir très bon. En tout cas, notre souci, c'est qu'il y avait vraiment trop de classifications. Si vous regardez la littérature, il y a une classification nouvelle quasiment tous les mois en ce moment parce que tout le monde veut la suprématie dans cette classification, la suprématie intellectuelle. Et j'aimerais vous parler de l'étude Connect parce que je crois que franchement Mathieu Pioche a trouvé le truc pour à la fois utiliser toutes les autres classifications et rendre les choses beaucoup plus simples. Alors, vous voyez que on a finalement plus que 4 types. Le premier type, c'est les hyperplasiques. Alors, ils sont plus clairs, ils ont un peak pattern quasiment normal. Le deuxième type, c'est les cératides. Donc, on vient d'en parler. Ça reprend la classification WAS, c'est-à-dire l'aspect nuageux. Vous pouvez rajouter le mucus qui est accroché. Le Q-do 2O, c'est-à-dire les points noirs. Bref, on reprend tout ce qu'il y a de bon dans les autres classifications et on découvre que c'est un cératide. Le 2A, c'est un adénome. C'est un adénome de petite taille, un peu en relief, qui a un peak pattern tout à fait habituel, 3S, 3L, voire 4. Le Connect 2C, c'est de l'adénome, mais attention, on ne voit pas de cancer, mais il y en a peut-être un en dessous, donc on ne peut pas l'enlever correctement. On ne peut pas l'enlever n'importe comment, excusez-moi. Et donc on ne peut pas se permettre du piecemeal sur un 2C, puisqu'il y a un risque non négligeable de cancer invasif. Donc c'est les grosses lésions, c'est les lésions qui sont vaguement un peu déprimées. Et quant au Connect 3, eh ben là c'est le cancer invasif, donc on l'a déjà décrit. Vous voyez qu'il y a une zone 5N, il y a une zone de transition évidente entre de l'adénome autour qui a l'air normal et la partie centrale qui est franchement complètement atone et qui n'a plus rien du tout. Donc ça, c'est du cancer invasif, ça nécessite une chirurgie avec curage. Là, on ne peut pas jouer avec l'endoscopie. Donc je vous ai remis la diapo avec toute la classification. Je pense que si vous êtes perdu dans les classifications, si vous en avez marre, relisez-les une bonne fois et après, contentez-vous de quelque chose qui reprend la globalité. Alors comment s'améliorer? Parce que c'est pas le tout de parler de caractérisation. Si j'estime que je suis pas très bon, il faut bien que je m'améliore. Alors là aussi, on a l'étude publiée par Fabricius et Mathieu Pioche, et vous pouvez voir dans le tableau du bas que c'est une étude assez simple. On fait un pré-test, toute une série de diapos sur un Google Form, et on répond à quoi ça ressemble, toutes les classifications, et à la fin, quelle décision je prends dans le type de résection. Il y a un cours, le cours Connect, qui est disponible sur le site de la SFED assez facilement, qu'on peut faire, refaire et re-refaire. Et puis il y a une évaluation tout juste derrière, qui est le post-test. Et il y a une troisième évaluation qui est à 3 mois. Et là, vous pouvez voir que ça soit les juniors ou les seniors, tout le monde s'améliore entre le pré-test et le post-test. Donc c'est démontré. Et on garde une grande partie de l'amélioration à 3 mois. Si on étudie les différents sous-groupes de polypes, et vous voyez que c'est le dernier groupe qui nous intéresse, le Connect 3, le cancer, et là vous voyez qu'on a nettement amélioré après le post-test. Alors le 3 mois, c'est difficile, il faut le garder, il faut le travailler. Alors ça, c'est une étude byzantine. On a essayé de faire un focus uniquement sur les cératides parce que ça nous semblait important de relancer les choses. On avait envoyé un questionnaire au grand nord-est de la France, les 5 régions du nord-est de la France, et les amis ont répondu avec plaisir et beaucoup d'enthousiasme. Mais là aussi, on a démontré qu'on améliorait nettement entre le pré-test et le post-test la caractérisation des cératides. Et pour piéger tout le monde au milieu de ces cératides, il était très chiant ce test parce qu'on avait mis des lésions qui n'étaient ni un adénome ni un cératide. Il y avait quelques lésions sous-muqueuses et difficiles. En tout cas, on a démontré que c'était mieux. Alors, comment s'améliorer? Je crois qu'il faut se mouiller dans les comptes rendus d'endoscopie, il n'y a pas le choix. Nous, depuis le début des années 2000, j'oblige tout le monde à faire au moins Paris et Q-do. Et on essaye de passer à autre chose. On a du mal à se décider à passer complètement à Connect, mais je pense qu'il va falloir le faire, je suis convaincu. Et puis, c'est pas compliqué, il suffit de vérifier ses anapates et de voir si on a raison ou pas. Tous les internes débutent leur semestre et sont très très mauvais. Tous les internes terminent leur semestre et sont bien meilleurs. Donc c'est démontré, c'est facile.
On peut utiliser les e-learning. Il y a les e-learning de la SFED. Il y a Connect qui est sur le site de la SFED. On peut faire, refaire et refaire et se réévaluer. Donc, il est largement possible de s'améliorer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Non, je crois que tu as raison. Il faut se mouiller dans les comptes rendus. Ça revient à ce qu'on disait aussi avant. Il faut en assurer le suivi, c'est-à-dire que c'est pas le tout de prendre une décision thérapeutique sur un polype en fonction de ses caractéristiques, mais il faut derrière se faire ses propres RMM, quoi. Voir derrière, est-ce qu'on a pris la bonne décision chirurgicale, est-ce qu'on a pris la bonne décision de résection par piecemeal, par dissection, et quelle que soit la classification, parce que bon, je sais qu'on dit que Connect n'est pas validé de manière très large, mais comme tu dis, ça a cet avantage énorme de simplifier les choses et de regarder ces lésions. En fait, Et surtout, c'est très relié, c'est connecté, on va dire, à une décision thérapeutique, quoi. Soit de ne rien faire, soit d'opérer, soit de faire et pas n'importe comment. Donc, ça formate aussi l'esprit, à savoir ce qu'on fait face à un polype. Après, moi, j'ai deux petits commentaires sur la validation de Connect. La seule originalité de Connect, c'est le Connect 2C. Parce que tout le reste, c'est validé, puisque c'est juste copier ce qui existe avant. La seule originalité, c'est le Connect 2C. Et puis ça va être validé. On a un papier soumis avec 660 lésions, donc ça va être validé, c'est pas le problème. Ce qu'il faut bien, la mentalité de Connect 2C, c'est dire la stratégie de caractérisation. C'est la première étape, je regarde la lésion dans son ensemble et j'évalue le risque statistique de cancer. Et donc je suis obligé de connaître Paris et LST. Et après, je me rapproche et je vais voir si je vois du cancer. C'est vraiment ça la stratégie. Et la seule chose aussi, je pense qu'il faut préciser pour les gens, pourquoi Kudo a pas pris aussi. Kudo, il a pas pris parce que c'était la validation vraie de Kudo qui n'a jamais été confirmée ailleurs que comme ça. C'était du cristal violet, indispensable. Et pour avoir vu des Japonais faire du cristal violet en direct, c'est pas les mêmes images que du bleu, etc. Et des endoscopes avec zoom qu'on n'a pas au quotidien. Il y a que 2 classifications validées sans zoom. C'est NICE et Connect. Donc, il y a aussi ça qu'il faut adapter, il faut le savoir, parce qu'on voit des chiffres dans la littérature, mais c'est pas avec les outils qu'on a. Et les Japonais, encore à l'actuel, qui poussent encore plus loin, ils font de l'équivalent de Sano avec de la chromandoscopie, ce qu'ils ont appelé GENET, c'est-à-dire qu'ils ont juste... ils regardent les glandes aussi maintenant et pas que les vaisseaux avec la chromandoscopie. Et quand ils ont un doute, ils refont du cristal violet après, avec du zoom. Donc ça montre bien que ce Kudo-là, c'est pour ça aussi qu'il a pas pris et qu'on n'a pas les outils pour faire clairement le même Kudo dans la littérature. Donc on fait une extrapolation avec nos appareils de chromandoscopie qui sera, quoi qu'il arrive, quand même un peu moins performante. Et pour une fois, je vais parler contre la dissection. Parce qu'on s'est fait attaquer par des gens qui ont eu raison, en fait, à juste titre, de dire attention, Connect 2C, vous nous dites Connect 2C, dissection, etc. 80% des lésions de plus de 2 cm dans notre étude, elles sont Connect 2C. Sur ces 80% de Connect 2C, il y en a que 12% de cancer sous-muqueux. Donc quand on sait ça, c'est juste que ce qui est sûr, et sur ces 12% de cancer sous-muqueux, il y en a que 6% de cancer sous-muqueux superficiel. Donc c'est ça qu'on va guérir par la dissection. Si on est un centre qui fait très bien la dissection, qui fait aussi bien ça, que ça va vite et que c'est simple, ok. Soit, par contre, il vaut mieux une mucosectomie piecemeal que l'envoyer au chirurgien. Si vous êtes dans un centre où la dissection dans le côlon, c'est pas accessible à tout le monde, il vaut mieux faire une bonne mucosectomie piecemeal. On sait que, ok, en faisant un piecemeal, on va envoyer 6% de malades à la chirurgie qui ne l'auraient pas eu. C'est pas dramatique d'envoyer ces 6%-là. Donc, il faut adapter à l'épidémiologie locale parce qu'on a beaucoup de gens qui commencent à nous attaquer en disant vous parlez de dissection, mais il n'y a pas de la dissection colorectale partout en France. On va tout faire pour qu'il y en ait partout en France de disponibles, etc. Nous, on est tous dans des centres qui en faisons, donc on a tendance à parler de ça, mais il faut qu'on puisse bien prendre en charge les gens et qu'une bonne mucosectomie piecemeal bien faite sur une lésion Connect 2C, c'est 6% de malades adressés à la chirurgie qui auraient été sauvés par une dissection. Oui, juste sur ce précis. Bon, faut pas oublier aussi, bon, ça c'est un peu pour tempérer un peu ce qu'on a dit, mais quand on regarde les séries d'experts, notamment en Hollande, où ils ont regardé les meilleurs experts, vous savez, où la corrélation entre leur analyse et ce qui leur sort est pas si bonne que ça. On tourne aux alentours de 60-65% chez les meilleurs experts. Je pense qu'on peut monter ces chiffres-là. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, on peut monter ces chiffres, mais ça veut dire qu'il faut rester humble face à une lésion. Et le doute primo-malade, le doute bénéficio-malade. Tout à fait, Tout à fait. Merci Stéphane. Pour suivre notre symposium, on va maintenant s'intéresser effectivement à l'amélioration de la technique de résection qui compte aussi pour beaucoup. Merci Olivier. Donc oui, je vais vous parler de technique de résection. Voici mes liens d'intérêt. En fait, si je changeais le titre, je dirais le but c'est pas d'améliorer sa technique, c'est d'améliorer ses résultats. Souvent, la technique et les résultats sont liés. Olivier t'en a parlé, critères de qualité de la SFED, de la coloscopie, directement liés aux critères de la Société européenne. Et dans ces critères de qualité,
il y a les critères de qualité de la résection, de choisir la bonne technique, de bien récupérer ses polypes et de pouvoir décrire de façon adéquate la morphologie des polypes, tout ce dont on a déjà parlé. Il ne faut pas oublier que la résection, c'est la prévention. La coloscopie, c'est le dépistage. Et la résection, c'est la prévention du cancer. C'est un des seuls outils qui permet à la fois le diagnostic, le dépistage et la prévention d'un cancer. Pourquoi c'est important la résection? Quand elle est incomplète, elle augmente la surcharge des blocs d'endoscopie. Et on sait la problématique qu'on a en particulier à l'heure actuelle avec le Covid. Augmentation des coûts puisqu'il faut refaire des coloscopies de contrôle. Augmente le risque de cancer d'intervalle. Et que c'est pas si rare, puisqu'on a 2 belles études dont je vous ai cité. Je ne vais pas vous parler de beaucoup d'études. Une étude de Goethe en 2014 qui montrait que dans les cancers d'intervalle, il y avait 29% qui étaient dus soit à une résection incomplète, soit à une surveillance inadéquate par rapport à une résection, par exemple, fragmentée, qu'on aurait contrôlée à 5 ans au lieu de contrôler plus tôt. Et que dans l'étude américaine d'Aicopol, cette résection incomplète était directement liée à la taille du polype. Elle dépasse les 10% quand le polype fait entre 10 et 15 mm. Elle dépasse les 20% dès que le polype fait plus de 15 mm, entre 15 et 20 mm. Donc c'est une situation malheureusement fréquente. Donc c'est un vrai sujet pour la pratique du quotidien. Qu'est-ce que cela implique de réaliser une bonne résection? Ça implique d'abord de bien l'identifier, c'est l'habileté, c'est la détection d'adénome, Olivier t'en a parlé. C'est de la reconnaître, de la caractériser, là Stéphane Stock en a parlé, et là il faut de la connaissance, c'est plus que de l'habileté, c'est de la science. Il faut décider comment la prendre en charge, donc c'est le jugement immédiat au quotidien, basé sur notre expérience et basé aussi sur les connaissances de la littérature. Puis après, il faut la réséquer de façon complète et sécuritaire. Et là, de nouveau, on retourne à l'habileté. Donc on a beaucoup de processus intellectuels et physiques qui entrent en œuvre pour réaliser une bonne résection. On a des recommandations claires européennes sur pour les qualités de la résection. Moins d'1 centimètre anse froide, pédiculé polypectomie standard, plus d'1 centimètre, très important de réaliser une caractérisation, un diagnostic optique de qualité, et entre 10 et 20 mm, résection à l'anse avec injection sous-muqueuse. Je ne parlerai que de ces polypes-là, c'est pour ça que vous avez un stop sur les lésions de plus de 20 mm, c'est pas le sujet du jour. Mon sujet, c'est les résections du quotidien. Il y a quelques points techniques clés qu'il faut connaître. Le point technique le plus important, c'est le positionnement. Quand on est bien positionné, il n'y a pas de polype difficile, en particulier de moins de 20 mm. On a tous ce souvenir dans notre quotidien d'un beau polype de 25 mm qu'on fait au monobloc, on se dit, bah, dis donc, vraiment, ça y est, des mucosectomies, et je sais bien faire. Et puis 5 minutes après, dans la même coloscopie, un polype de 4 mm en haut à gauche qu'on n'arrive pas à se positionner, et on va y passer 3 heures avec l'anse froide, avec la pince, on va ravager ça. Donc ça, c'est hyper important. Comment on vient se positionner? Pour bien se positionner, mettre la lésion en face ou à 6 heures, il faut être capable de se tourner sur soi-même autour de l'axe de l'endoscope. Mais pour que ça marche, il faut être débouclé. Ça ne marchera pas si on n'est pas débouclé. Donc directement, on est aussi lié à notre formation et notre qualité de technique de la coloscopie, qui intervient pour dépister le cancer, mais ensuite pour la résection. Il faut travailler près, parce que travailler près, ça permet de bien voir et d'être précis. Faire des mouvements très lents et précis. Il faut quasiment jamais se presser quand on fait un geste d'endoscopie thérapeutique. Avoir du matériel adapté à la situation et que vous maîtrisez et que votre aide maîtrise. C'est pas parce que tel expert utilise telle anse qu'il faut l'utiliser. Si votre infirmière ne la maîtrise pas ou vous-même vous ne la maîtrisez pas, il faut que vous ayez du matériel que vous ayez testé et que vous maîtrisez. Et puis il y a quelques astuces dont on va discuter en fonction de la situation. Les petits polypes de moins de 10 mm, on a dit que l'anse froide. L'anse froide, j'espère que plus personne n'est à convaincre. En face ou à 6 heures, la technique prime sur le matériel, quelle que soit l'anse froide que vous utilisez, il vaut mieux bien maîtriser la technique. Il ne faut pas avoir peur. On peut pseudo-pédiculiser le polype en l'aspirant juste avant. On n'a pas peur d'attraper large, c'est le but, c'est d'avoir des marges de résection. On n'a pas peur que cela saigne. Ça saigne à la fin de la procédure d'anse froide de façon systématique, mais ça ne saigne pas en post-geste ou de façon exceptionnelle. La perforation à l'anse froide n'existe pas. Dans la littérature, il y a 3 cas publiés de perforation à l'anse froide. Et si l'anse est coincée, je peux, si j'ai pas peur, guillotiner en tirant dans le canal opérateur. Je vais vous montrer une petite vidéo d'anse froide classique. Le polype a été aspiré juste avant avec l'aspiration. Ça l'a pseudo-pédiculisé. On attrape large avec une marge de résection. On coupe comme un fil à couper le beurre, d'un coup sec. Voilà. On lave pour regarder le socle et on a un beau socle. Et finalement, on va voir qu'on a un beau socle de mucosectomie. C'est une mucosectomie. Deuxième vidéo, un petit adénome en chromoendoscopie par BLI, qui est juste à côté de l'orifice appendiculaire. Enfin, c'est pas le problème. Si, parce que dit orifice appendiculaire, dit fibrose, on attrape ce polype et vous allez voir, on va pas réussir à le couper à l'anse froide. Donc la stratégie que j'appelle le guillotiner, vous allez voir la vidéo qui apparaît. On est coincé, on attrape et on va tirer d'un coup sec dans le canal opérateur. L'infirmière garde voilà, hop, d'un coup sec et tout vient. Là encore, je vous rassure, ça fait un peu brutal, il n'y a pas de perforation. Généralement, c'est quand on a attrapé un peu de sous-muqueuse et de musculaire muqueuse, parce que l'anse froide est efficace que sur la muqueuse. Et dès qu'on attrape un peu de sous-muqueuse et de musculaire muqueuse, ça bloque. Et ces petites choses que vous voyez blanchâtres, ce n'est que de la musculaire muqueuse ou de la sous-muqueuse. Juste, on n'oublie pas
Pour ceux qui auraient encore du mal à passer à 100% lance froide, j'espère qu'il n'y en a quasiment plus, que c'est plus efficace que la pince à biopsie, que ça fait moins d'hémorragie que lance chaude. Il y a une étude randomisée contre anticoagulants, anse chaude versus anse froide, anticoagulants non arrêtés, moins d'hémorragie dans le groupe anse froide à retardement. Et l'anse froide est plus rapide que la pince à biopsie. Il n'y a que des avantages. Polype pédiculé de plus de 10 mm. Il faut juste connaître les situations à surrisque hémorragique. Grosse tête de plus de 2 cm, pied large, lésion à droite. Signe de dégénérescence, donc encore une fois l'intérêt de la caractérisation. Prise d'antiagrégants, d'anticoagulants. Et là, il faut prévenir l'hémorragie. Probablement que le plus efficace, c'est l'anse-largarde, mais c'est loin d'être le plus facile. Si vous maîtrisez vraiment le geste, pourquoi pas, ça marche très bien. Je préfère l'injection d'adrénaline dans le pied, sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est un effet transitoire. Donc dès que vous avez coupé, il faut soit poser un clip sur le pied, soit aller coaguler l'ensemble des vaisseaux du pied que vous verrez. Quelques astuces pour bien exposer le pied, pas hésiter à tourner le malade. Un polype, vous avez la tête qui tombe sur le pied, difficile à accéder avec un pied un peu large. Vous tournez votre malade, profitez de la gravité, ça va vous exposer le pied beaucoup plus facilement. L'autre astuce, c'est de remplir le côlon d'eau. Vous avez ce polype pédiculé d'environ une tête de 2 cm et demi dans une zone diverticulaire. Vous voyez, il tombe dans un diverticule, il n'est pas très bien placé. Et juste en remplissant le côlon d'eau avec la pompe à lavage, on aurait pu tourner le malade aussi. Et bien, vous voyez, le polype, on va se retrouver avec un polype beaucoup mieux positionné, avec une tête en face de nous, beaucoup plus facile à réséquer. Deuxième astuce, c'est de ne s'occuper que du pied. La tête, on s'en fiche une fois qu'on a caractérisé. Et donc on a deux situations. On a la tête qui tombe vers nous. Donc on va aller ouvrir l'anse devant la tête, puis pousser l'endoscope jusqu'à ne voir que le pied pour s'en occuper. La deuxième situation, c'est la tête qui tombe vers le sécom. Là encore, on va passer l'anse derrière la tête si possible, et puis on va tracter le pied avec l'extrémité distale de l'anse. Et pour la première fois, on ne va pas réaliser une résection en poussant l'anse, mais plutôt en la tirant. Donc j'ai deux petites vidéos. Un polype avec une grosse tête, mais un très long pied. Donc le seul but, c'est de s'occuper du pied. Et donc vous allez voir, on ouvre l'anse juste devant le polype. On essaye de la passer avec l'anse, et puis là on va pousser l'endoscope. Vous avez vu, on avait mis l'anse largard, on pousse l'endoscope, et on ne regarde plus la tête. On regarde que le pied. Le seul but, c'est de s'occuper du pied pour être sûr d'avoir des marges. Notre seul intérêt, c'est ça. Puis on aura l'analyse histologique finale. Voilà. Deuxième partie, cette fois-ci, le polype tombe plutôt vers le sécom. Et donc on va faire ce qu'on appelle le cravatage. On va ouvrir l'anse derrière. Je vais essayer d'avancer un peu. Derrière la tête, juste au-dessus de la tête. On ouvre l'anse. Alors on peut la tourner, vous avez vu là, elle n'est pas bien positionnée. Votre infirmière, même si c'est pas dit, ça tourne. Hein, si vous tendez bien l'anse à l'extérieur, elle peut la tourner sur elle-même. Voilà, on la tourne. Et après, au lieu de pousser l'anse, qui pourrait faire béquiller la partie distale vers le haut et passer dans la tête du polype, on va tirer l'endoscope pour tracter. Et là, on maîtrise la partie distale de l'anse, qui est la seule partie qu'on ne voit pas. Et maintenant, on est sûr d'avoir attrapé que le pied pour réséquer avec une marge de sécurité sur le pied de notre polype. Pour les polypes plans excessifs de 10 à 20 mm, la mucosectomie, tout le monde sait que l'injection sous muqueuse réduit les complications. N'importe quel colorant à base de pleu, là j'ai mis l'indigo carmin, mais ça peut être du bleu de méthylène, dans le liquide d'injection, facilite la visualisation des marges et facilite la visualisation d'éventuelles complications. On a déjà parlé que la résection est complète que dans 60 à 80% des cas. On a des solutés macromoléculaires qui arrivent et on a des études randomisées en mucosectomie qui montrent que ça fait mieux dans les lésions difficiles avec des solutés macromoléculaires. Et à partir de 20 mm, le taux de résection monobloc chute drastiquement. Et donc il faut s'attacher à ces lésions de 10 à 20 mm. Dans les critères de qualité de la coloscopie australien ou américain, il est écrit noir sur blanc que tout gastro-entérologue qui participe au dépistage du cancer du côlon doit savoir réséquer les polypes jusqu'à 20 mm. Donc comment faire une bonne mucosectomie? Il faut avoir un plan. Excusez-moi. Nous allons parler du positionnement, de l'injection, de la résection et de la prévention des complications. Donc le positionnement, on l'a dit. L'endoscope doit être droit ou débouclé. Donc si vous avez une boucle, ça sera de faire une boucle alpha, une boucle alpha inverse. Pour positionner la lésion à 6 heures ou en face, et la gravité est très utile pour changer le positionnement d'un polype et éviter d'avoir une stagnation des liquides ou du sang après la procédure. Donc voilà une lésion qui était dans l'angle droit, pas très bien placée. Vous allez voir qu'on va avoir du mal à l'aborder, même en rétrovision dans le côlon droit. On a du mal à aborder toute la possibilité de cette lésion qui est dans l'eau, vraisemblablement avec une mauvaise position de gravité. On a tourné le malade. Vous allez voir qu'on va beaucoup mieux, même en vision directe, pouvoir aborder cette lésion qui va tomber, beaucoup mieux voir les marges et se faciliter énormément la résection juste en ayant tourné le malade. Ça prend 1 minute. La deuxième partie, c'est l'injection. L'injection, elle doit être imaginative. Il n'y a pas de règle dans l'injection. Tout le monde demanderait qu'est-ce que tu injectes d'abord, derrière, devant, etc. Ça dépend de chaque situation. C'est vrai que souvent,
on va dire en majorité, dans 2 tiers à 3 quarts des cas, l'injection, si on commence derrière, au pôle CK, elle est aidante. Mais c'est pas toujours le cas. Et donc il faut être un espèce d'architecte, regarder le positionnement du polype par rapport aux structures adjacentes, notamment les plis, pour décider de l'injection. Et puis, là, si on choisit d'injecter devant, ça va basculer derrière, on va être mal. Donc il faut plutôt injecter derrière, mais ça va être adapté à chaque situation. Il y a 2 techniques pour injecter. Soit on positionne l'aiguille positionnée à la paroi et on commence à injecter en avançant l'aiguille pour trouver tout de suite le plan. Parfois, c'est pas facile si la muqueuse n'est pas parfaitement tendue. Dans ce cas-là, il faut plutôt piquer en profondeur et retirer doucement l'aiguille en injectant des petits coups d'injection jusqu'à ce qu'on voit un début de soulèvement de la sous-muqueuse. Et là, on peut injecter de façon abondante dans la sous-muqueuse. La résection à l'anse, il faut travailler très près. Il faut commencer par positionner la pointe, puis une ouverture très lente et une fermeture avec une pression sur la base. Pour travailler au plus près, il faut penser au capuchon. Le capuchon est vraiment une grande aide et nous ne réalisons plus de résection programmée sans un capuchon. Même en coloscopie de dépistage, ça nous arrive, si la coloscopie est très facile, que le polype est mal placé, de redescendre la coloscopie quand nous avons trouvé un polype assez gros et de le remonter avec un capuchon pour faire la résection. On fait des mouvements très lents, fins et précis. Il faut vraiment demander aux infirmiers d'endoscopie d'ouvrir très lentement et de fermer très lentement pour pouvoir visualiser ce qu'on attrape. Il faut exsuffler au moment où on ferme pour pseudo-pédiculiser la lésion. 2 astuces pour essayer d'augmenter son taux de résection monobloc, pour éviter des contrôles coloscopiques itératifs. L'ancrage de l'anse, qui pour moi est très utile, surtout dans les lésions très planes où l'anse glisse et dans les lésions de taille limite un peu plus grande. Ou la mucosectomie sous-marine, l'underwater IMR, qui là aussi pour moi est utile dans les lésions de taille limite, pour les lésions très planes et les lésions avec les risques de fibrose qui ne s'injecteront pas. Parce qu'on parlait tout à l'heure du mauvais signe du non-soulèvement. Le non-soulèvement, il est souvent dû, dans le cas de lésions bénignes, à la fibrose. Et la fibrose, elle est où? Elle est dans les LST non granulaires, ça c'est connu depuis longtemps. Elle est dans les récidives ou les résections incomplètes et dans les localisations appendiculaires. Donc 2 petites vidéos, vous voyez une LST non granulaire qui s'est bien soulevée, qui fait une quinzaine de millimètres. Et qu'on va réséquer avec ancrage de l'anse parce qu'on voit qu'elle va être très plane et qu'on a peur que l'anse glisse. Donc on fait un tout petit coup d'endocoupe, très prudemment, pour coincer l'anse. L'infirmier, vous voyez, va ouvrir l'anse très doucement et c'est juste l'ouverture de l'anse et on laisse reculer l'endoscope. Il faut faire attention à la difficulté dans cette technique, je me suis rendu compte avec les internes, c'est de ne pas trop contraindre l'anse. On a tendance à pas laisser reculer l'endoscope assez, donc on contraint trop l'anse qui a du mal à s'ouvrir comme il faut. Si on laisse la contrainte normale de l'anse, vous voyez, elle s'ouvre ronde. C'est une anse de 10 mm pour ce polype qu'on a utilisé, qu'on a contraint pour être plus précis. Et on attrape le polype et puis après c'est la résection. La deuxième technique, c'est la mucosectomie sous-marine. On a une lésion qui est en fait sur le bord de l'orifice appendiculaire, donc il ne va pas se soulever, on le sait. Plutôt que de l'injecter, de la faire basculer encore plus profond, on remplit le côlon d'eau, on fait flotter la lésion, le poids de l'eau éloigne le muscle qui est censé protéger la perforation, et on va ouvrir l'anse tout doucement, comme on l'a vu pour la lésion précédente. Là aussi, je vais vous avancer un peu. C'est tellement lent que on avance un peu. Vous voyez, on ouvre l'anse tout doucement. On gère toujours un côté, une marge, avant d'aller gérer l'autre. On continue à laver, à mettre de l'eau pour ne pas avoir peur, pour appuyer sur le muscle. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Vous voyez, quand on lave, on éloigne le muscle. On n'a que de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Et on attrape cette lésion qui ne se serait pas soulevée. Donc ça ne servait à rien d'injecter en mucosectomie sous-marine. Et on a un socle de résection qui est propre juste après la procédure. Et on voit la fibrose de la sous-muqueuse. On voit pourquoi ça ne se serait pas soulevé. Les résultats de ces 2 stratégies, il y a l'étude qu'on a faite avec Mathieu sur l'ancrage de l'anse. Elle n'est pas comparative, c'est une étude un peu de pilote. Mais le taux de résection monobloc sur des lésions de taille moyenne de 19 mm était à 81%, très haut, avec un taux de résection R0 à 70%. La mucosectomie sous-marine, les Japonais ont fait une étude randomisée. Ils ont montré une augmentation d'un taux de résection R0 pour des lésions de taille moyenne de 15 mm de 50%. Vous voyez, on est toujours dans ces chiffres-là. Lésions de plus de 15 mm, 50% de taux de résection R0 à 74% grâce à la mucosectomie sous-marine. Enfin, le post-geste, il faut anticiper les complications, savoir les éléments à risque de perforation, les éléments à risque d'hémorragie. Il faut traiter tous les vaisseaux et traiter les hémorragies à la pointe de lance, avec des pinces coagulantes, plus ou moins avec des clips. Pour les vaisseaux, moi je pense qu'il faut coaguler tous les vaisseaux. On est comme les chirurgiens, à la pointe de lance, s'ils ne saignent pas. S'ils saignent à la pointe de lance quand c'est des saignements veineux peu abondants, dès qu'au bout de 4 coups de pointe de lance, ça ne marche pas, il y a des études qui montrent qu'il faut changer et passer à la pince coagulante. On a des études randomisées qui montrent que maintenant, si les lésions font plus de 2 cm, réséquées en mucosectomie à droite ou anticoagulant, il faut les fermer. C'est prouvé. Pour les marges, il faut bien regarder les marges en lumière blanche avec des appareils haute définition en chrome-endoscopie et reprendre à l'anse tous les résidus éventuels. Puis, s'il n'y a pas de résidus, coaguler les berges s'il y a eu du pismile. Et dès qu'il y a un dommage musculaire, c'est-à-dire s'il y a un signe de la cible ou un trou, il faut fermer évidemment la berge.
Une dernière petite vidéo sur une petite hémorragie, vous voyez, per geste. On coagule à la pointe de lance, c'est accéléré, on sort la pointe de lance, et on coagule le point qui a saigné et tous les vaisseaux visibles en fin de procédure. En conclusion, l'endoscopie, c'est de l'art, mais c'est aussi une science, et l'un ne peut pas aller sans l'autre, dans la résection en particulier. Il faut connaître les deux. La qualité de la résection fait partie des critères de qualité de la coloscopie. Entre 0 et 20 mm, pour moi, la clé technique, c'est le positionnement, à 6 heures ou en face, et pour ça, il faut avoir une qualité technique coloscopique importante. Il faut connaître les astuces pour les situations difficiles, et ne pas hésiter à bien prévenir, à traiter les complications. Et pour tout ça, il faut se former et se reformer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérémy. Je crois que tu finis bien ton topo, se former, se reformer. On voit que les techniques, mais que ce soit l'ancrage, etc., c'est des choses qui évoluent quand même vite, avec des très bons résultats. Mais effectivement, comme tu dis, ça pose la question de la formation. Parce que quand ça fait 10 ans qu'on est effectivement installé, se lancer tout seul dans ces techniques pourtant efficaces, c'est compliqué. Et c'est sûr qu'on a un rôle là-dedans, donc je crois que c'est l'occasion peut-être de dire qu'on va essayer de lancer dès l'année prochaine, sous l'impulsion de Gabriel Ramy, des masterclass d'endoscopie pour essayer justement de permettre aux gens de s'améliorer, d'appréhender certaines nouvelles techniques. Je crois que c'est important de le communiquer aujourd'hui. C'est très important. La formation post-universitaire pose problème. Donc c'est très bien que Gabriel et l'ASFED fassent ces formations tumorectomie. Il faut aussi d'aller au maximum dans toutes les formations possibles pratiques avec des hands-on. Il faut aller voir des experts. Vous avez évidemment des hands-on qui existent. Tu en fais un à Strasbourg. Il y a les universités d'endoscopie. Il faut essayer de se faire inviter, s'inscrire dans ces formations pratiques. Et ces formations tumorectomie d'ASFED, je pense, vont être d'un grand intérêt pour ceux qui réalisent des résections au quotidien. C'est indispensable. Et c'est un vrai problème qu'on a dans cette formation post-universitaire, qu'on a beaucoup de choses organisées pour nos internes, nos chefs de clinique en formation, puis après, d'un seul coup, c'est fini, sauf que la spécialité n'arrête pas d'évoluer, donc on arrive à se tenir à jour scientifiquement, parfois moins au niveau technique. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est un vrai compliment que je te fais, c'est que quand on voit la littérature actuelle, on voit que la France est présente, grâce aux jeunes endoscopistes comme Mathieu Pioche, comme toi. On voit que vous arrivez à travailler ensemble, donc ça, c'est vraiment très très beau. Et surtout, vous faites des très beaux papiers avec de la technique et des anses qui valent moins de 20 balles. Et ça, c'est magique. On améliore la qualité du malade sans avoir besoin d'acheter des devices qui vont coûter 2 ou 3 000 euros. C'est quand même magnifique. C'est démocratisable immédiatement. Donc, en tout cas, félicitations pour votre travail universitaire. Merci. Écoutez, moi, je vous remercie tous les deux. Ce symposium, je pense qu'il aura permis de faire un bon tour d'horizon de l'amélioration de la qualité en endoscopie. Je vois que notre temps est écoulé, donc écoutez, à bientôt, peut-être sans masque la prochaine fois. J'espère. J'espère. Vivement la fin de ce Covid. Ouais.